Bienvenue dans ce deuxième épisode d'Excès de vitesse, le podcast sur l'investissement startup. Aujourd'hui, on accueille Charlie Perrault. Bonjour. Enchanté, Charlie. Je te laisse te présenter pour démarrer ce podcast. Je te laisse, qu'est-ce que tu fais dans la vie, depuis quand, et je te laisse expliquer. Je suis chef du service Startup aux Échos depuis maintenant 2 ans. J'ai intégré cette belle maison des Échos il y a, ça va faire pas mal de mois. Allez, on a l'impression que ça fait toujours plus, tu sais. Et au début, j'étais juste journaliste et puis je suis passée chef du service il y a un peu moins d'1 an. Ok, pourquoi du coup les startups ? Tout simplement parce que moi, quand j'ai fait mes études, j'ai fait de l'économie. Et après, je me suis dirigée dans le journalisme. Je voulais absolument faire ça et j'ai combiné les deux, si tu veux. Et puis, quand il a fallu trouver une alternance, je ne savais pas trop, j'avais aucun contact, aucun réseau, tu vois. Et à l'époque, tu cherchais du travail sur Twitter. Ah ouais ? Et surtout pour les journalistes, ça se faisait beaucoup. Okay. Oui, je parle de ça il y a presque 10 ans. Et je suis tombée sur une annonce, ils cherchaient quelqu'un pour monter une rubrique startup dans un tout jeune média sur le numérique. Et j'ai dit, allez, pourquoi pas, il y a moyen que ça marche. Et puis du coup, je suis restée vraiment dans l'écosystème toutes ces années, en changeant évidemment de média. Après, j'ai fait le journal du net notamment. Et voilà, jusqu'à arriver aux Échos qui avait une rubrique depuis 7-8 ans. Ok, trop bien. Et qu'est-ce qui t'anime aujourd'hui dans les startups concrètement ? C'est quoi qui te fait vibrer avec ces jeunes boîtes, ces jeunes pousses ? Ce qui est bien, c'est que comme ça fait presque 10 ans que je suis ça, je ne me suis jamais ennuyée. Ce qui est assez, je ne vais pas dire que c'est assez rare, mais en plus, tu n'as pas d'effet, ce qu'on appelle le marronnier, où tu as tous les ans, tu vas faire les cadeaux de Noël, Pâques, machin. Enfin, là, ça se renouvelle en permanence. Tu as des nouvelles générations d'entrepreneurs. Tu vois, il y a 10 ans, je me souviens, je couvrais la première levée de fonds de Back Market. Ça, c'est dingue. Là, j'ai couvert la levée de fonds de Sorare il y a 2-3 ans. Tu vois, c'est des boîtes qui n'ont pas du tout été créées au même moment. Et puis, pas du tout dans la même industrie. Et pas du tout. Avant, tu avais beaucoup de marketplace, de logiciels un peu SaaS B2B. Et maintenant, tu as vraiment beaucoup plus, je trouve, de diversité. On parle en plus de green tech, d'impact. Et puis alors aussi de boîtes hyper techniques dans le quantique, tu vois, dans la cybersécurité, la deep tech, tout ça. Donc, c'est vrai que ça évolue en fait sans cesse. Et puis, tu as toujours plein de gens nouveaux à rencontrer. Et tu as aussi le fait que tu as un écosystème qui a été multiplié par je ne sais combien. Parce qu'au départ, tu avais un petit écosystème de start-up, des fonds d'investissement. Et maintenant, tu as beaucoup de banquiers d'affaires, beaucoup d'avocats. Et maintenant, même les grands groupes s'y intéressent, tu vois. C'est vraiment énorme. Donc, en fait, ça te fait rencontrer vraiment des gens super, super différents. Ok. Quand on dit que l'investissement en start-up, en private equity, est l'un des plus rentables, si on regarde les stats, etc., lissés sur 10 années, par exemple, que ce soit aux US ou en France, qu'est-ce que tu en penses, toi, de ton côté, en regardant justement 10 ans en arrière, qu'est-ce qui s'est passé sur l'écosystème startup ? Oui, c'est vrai que c'est souvent le chiffre que je vois. Il ne faut pas oublier qu'il y a des boîtes la plupart se plantent quand même. Hein. Clairement. Il y a des très gros échecs, on en parle un petit peu moins, tu vois, on retient souvent les succès. Mais en fait, ce qui est assez dingue, c'est que en fait, il y a 10 ans, tu avais pas beaucoup de financement dans l'écosystème. C'était beaucoup moins connu. Tu as eu quelques succès bien avant avec Mythic, tu vois, Free, VP, tout ça. Mais voilà, ça se comptait sur les doigts des 2 mains. Donc voilà, après, tu as eu un petit peu plus de financement, ce qui fait que ça a créé, et tu as eu BPI France notamment qui a injecté quand même beaucoup d'argent. Et ça a entraîné d'autres gens à vouloir investir, etc. VC, tu vois. Fonds, etc. Voilà, donc ça fait un petit effet boule de neige et qui fait que 10, 12, 13 ans plus tard, on arrive où maintenant même les particuliers s'y intéressent. On en parlera après d'ailleurs de ça. Et est-ce que justement les startups françaises aujourd'hui attirent le monde entier, des fonds, etc. américains ? Tout à l'heure, on parlait juste avant du Y Combinator, etc. Est-ce que elles sont de plus en plus attractives ? Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de l'écosystème français startup ? Ouais, clairement, c'est pas l'effet un peu cocorico, hein, un peu chauvin. Mais non, depuis, ça fait, je dirais, 4-5 ans que vraiment les fonds étrangers sont en France. Alors, tu sais, ils sont arrivés en Europe il y a pas mal d'années et puis beaucoup, tu vas regarder surtout le UK. Voilà, forcément, le monde anglo-saxon, ils installent leur bureau. Aussi un petit peu, non ? Et un peu l'Allemagne aussi. Et ils installaient surtout leur bureau, tu vois, à Londres.
Mais alors là, depuis, je te dis, depuis 4-5 ans, il y a vraiment un effet où ils ne s'installent pas tous en France, ils préfèrent rester au UK, ils viennent, c'est hyper facile, enfin, Londres, Paris. Et, euh, et tu as, comment dire, des énormes... Enfin, tu n'as pas que les fonds capital risque un petit peu classiques, Accel, Index, etc. Tu as aussi des fonds, tu as aussi des très gros family office qui s'y intéressent. Je pense à Iconic qui va d'ailleurs annoncer un très gros investissement ici. Tu as aussi des hedge funds qui se sont intéressés en 2021. Vous avez peut-être vu les Tiger Global, Coatue. Bon, eux, il y en a qui sont quand même repartis parce que bon, c'est des hedge funds, etc. Mais en tout cas, tu en as de plus en plus qui continuent à investir beaucoup en France et qui te disent justement, c'est maintenant qu'on le fait. Moi, j'ai discuté avec des gens comme Atomico et ils disent, non, on le fait maintenant parce qu'en plus, là, le marché est un peu plus calme, les valorisations ont baissé. Et ils ont dit, on a vu la France exploser parce qu'il y a beaucoup de talents, on a des super écoles d'ingénieurs, etc. Ils ont vu qu'il y a aussi tout un soutien des pouvoirs publics, donc en France, BPI, mais aussi en Europe. Et aussi, tu as l'Europe avec la Banque européenne d'investissement, le Fonds européen d'investissement aussi. Donc, en fait, tu as tout un écosystème qui fait qu'ils ont envie. Et puis, tu as l'effet, j'en parlais d'ailleurs il y a 2 jours dans le journal, l'effet de mafia, donc de start-up mafia. Alors, les gens n'aiment pas trop ce terme. ça c'est toujours... C'est marrant parce que j'ai posté ça sur LinkedIn parce que j'ai fait toute une page dessus. Puis, tu avais tout un débat, des gens qui débattent en bas. Je me dis, il n'y a vraiment qu'en France que tu as ce genre de débat. Enfin, c'est assez drôle. Bref. Et donc, la PayPal Mafia, je ne sais pas si tu connaissais, ça vient de là, en fait, le PayPal Mafia, où tu as eu plusieurs des personnes qui sont parties de PayPal et qui ont créé ensuite des super boîtes. Donc, Elon Musk, après, qui a créé Tesla, SpaceX, etc. Reid Hoffman, qui après a créé LinkedIn. En fait, tu as tout un écosystème. Et là, tu commences à l'avoir en France et en Europe plus globalement. Donc, notamment, tu as Blablacar, plein d'anciens, je crois que tu as une trentaine d'anciens employés qui ont créé des startups. Ouais. Donc, ce qui fait que, et ça, les fonds, ils voient. Donc, ils se disent, attends, il a travaillé chez Blablacar, chez Doctolib, machin, donc il doit un petit peu savoir c'est quoi, comment fonctionne une startup, c'est quoi. Donc, voilà, c'est à peu près, on va dire, les gros critères qui les font venir. Trop cool. Et rester. C'est important. Et puis, je pense que le Covid a quand même accéléré aussi toutes ces choses-là. Il y a de plus en plus, moi, tu vois, j'ai 25 ans maintenant, bientôt 26. Et j'ai pas mal d'amis à moi qui disent, j'ai envie de lancer une start-up, machin. J'ai l'impression que ça a vraiment le vent en poupe. Ouais. C'est sûr qu'il y a, j'en avais discuté avec le patron de Blablacar, parce qu'on avait fait Frédéric Mazzella l'année dernière, parce que ça faisait, c'était un peu les 10 ans, je crois, je sais plus, c'était de la French Tech ou quelque chose comme ça. Et il me disait, il y a 10 ans, être entrepreneur, c'était pas genre cool, quoi. C'est clair. C'était genre, mais qu'est-ce que tu vas faire? Pourquoi tu vas pas travailler dans un grand groupe? Tu t'embêtes. Donc, c'était pas très bien perçu. Et tu avais le côté, en plus, c'était difficile. Tu avais, je te dis, moins de financement. Les barrières à l'entrée aussi, d'un point de vue, tu vois, le cloud, c'était pas encore, tu vois, autant répandu qu'aujourd'hui. Enfin, les réseaux sociaux. Aujourd'hui, tu lances un produit, ça peut être viral du jour au lendemain. Exactement. Il suffit que tu aies un ordinateur, chaque capture un téléphone et tu peux commencer à construire quelque chose quand même. En plus, on a l'arrivée de l'IA. Oui, ça va on va être encore autre aussi. chose, tu vois. Donc voilà, donc c'est vrai que maintenant, c'est devenu super tendance. Et moi aussi, je connais de plus en plus de gens autour de moi qui en parlent, tu vois. Et pourtant, moi, je viens pas du tout de ce milieu. Donc, Top. Avec tout ce que tu as parcouru, tout ce que tu as documenté comme succès, mais aussi raté en termes de start-up, c'est quoi pour toi aujourd'hui les critères, on va dire, pour faire en sorte qu'une boîte réussisse? Qu'une startup, de ce que tu as pu voir en tout cas. C'est compliqué. Après, tu as vraiment des grands stéréotypes dans la French Tech. Tu as dû les voir, toi en plus qui es en finance. C'est vrai que tu as toujours à peu près les mêmes profils, quoi. Je caricature à peine, mais c'est un homme blanc de 30 ans qui a fait HEC ou Polytechnique, ou alors un mec d'HEC qui s'associe avec quelqu'un de Polytechnique. Alors là, tu es sûr que normalement, tu as quand même 2 têtes à peu près bien faites qui... Voilà, et il y en a un qui est très technique, l'autre commercial, donc qui arrive à faire normalement. Ils ont quand même pas mal d'outils pour que ça marche. Après, non, aujourd'hui, ce qui fait, je trouve, quand même le succès, comme d'habitude, tu as dû entendre 1000 fois, mais c'est bien d'avoir une idée, mais si tu ne l'exécutes pas bien, ça ne marchera pas. Mais tu as surtout aussi le business model, parce qu'on a longtemps, dans le monde de la tech, des startups, on a longtemps laissé les gens un petit peu, on verra comment ça se monétise après. Tant que j'ai plein d'utilisateurs,
c'est pas grave, tu vois. Et là, c'est un truc qui commence à de moins en moins marcher, donc il faut tout de suite le penser, voilà, dès le début, même si tu fais pas tout de suite beaucoup de revenus, c'est normal, mais l'avoir très rapidement en tête, quoi. Pour moi, Ouais, c'est c'est clair. le point assez clé. Et autre chose aussi, j'animais une table ronde hier là-dessus, sur la diversité. Pour moi, c'est hyper important aujourd'hui d'avoir des équipes très diverses, d'avoir des fondateurs très divers. Tu vois, tu as des études, alors là, je n'ai pas les chiffres en tête, mais qui prouvent que plus tu as des fondateurs et des équipes diverses, plus tu seras rentable, plus tu es performant. Ouais, bien sûr. Enfin, voilà, c'est normal. Il suffit que tu aies une femme, tu aies des gens qui viennent de différents pays, de différentes origines sociales. Forcément, ça crée des points de vue différents et c'est bon pour une boîte, Top. quoi. Super critère, ouais. D'ailleurs, j'ai appris que OpenAI ne savait pas au départ, quand ils ont lancé, comment ils allaient monétiser, quoi. Truc de dingue. Ah Alors ouais, qu'aujourd'hui, c'est une oui, boîte c'est possible, ouais. qui doit être valorisée plusieurs dizaines de milliards de dollars, Ouais. quoi. C'est un peu, c'est des labos un peu, tu vois. Donc, Ouais. c'est pas des gens forcément, c'est des gens très dans la Mm, technique mm, mm. et tu le retrouves dans plein de boîtes, quoi. Je vois surtout tu vois, dans la crypto, moi qui suis bien, t'as des super boîtes, tu vois. T'as des mecs qui font des trucs, mais super pointus, mais ils sont tellement tech qu'ils voient pas, ils pensent pas du La tout à ça. monétisation, ouais. Ah, ils pensent pas du tout à vendre, à faire des partenariats, à rien du tout. C'est Donc, dommage, et du coup, leur produit ne sort pas de l'ombre. c'est compliqué, où ils restent dans leur tout petit écosystème à faire des trucs, mais c'est d'ailleurs ce qui a fait le succès de Sorare, tu vois. Ouais, Parce que Nicolas Julia, la tête, c'est un mec qui a tout de suite compris que c'est... comment fallait faire du business, tu vois, qu'il fallait aller parler à des gens qui sont pas forcément de ce milieu, qu'il faut sortir de ce petit monde, et qui a été voir un petit peu Ah, bien toutes les sûr. fédérations, etc. Enfin, c'est grâce à ça, quoi. Ah bah écoute, génial. D'ailleurs, en parlant d'intelligence artificielle, est-ce que tu vois de plus en plus de boîtes se monter autour de l'IA? Ah bah oui, ça c'est, tu sais, t'as des périodes. L'année Le dernière, Web3, il y avait le voilà, Web3. c'était ça, on avait eu plein de boîtes qui faisaient des super projets d'NFT. D'ailleurs, il y a beaucoup qui sont encore là. Mais non, non, là, effectivement, alors, t'as différentes boîtes, en fait, c'est très drôle. Tu as des boîtes, effectivement, là, qui arrivent, qui se créent un petit peu pour surfer sur la vague d'OpenAI, ou en tout cas qui essaient un peu de concurrencer aussi. Bien sûr. Là, tu as une boîte en Europe, et notamment créée par des Français qui veulent faire un peu OpenAI. l'OpenAI open source européen, tu vois, Ok. qui s'appelle Mistral. Et tu as aussi toutes les boîtes qui d'un seul coup font de l'IA, tu vois. Ça fait 10 Ouais, ans qu'elles on existent. pivote. Ouais, non, mais tu sais, elles te rajoutent une petite slide à la fin pour dire qu'elles font un peu d'IA. Voilà. Donc, en fait, tu as tout un effet. Voilà, c'est assez. Faut toujours faire attention, comme d'habitude. Mais après, tu as des vrais super projets, des gens qui travaillent depuis très longtemps dessus, mais qui n'en parlaient pas forcément parce que c'était pas connu. Enfin, je prends l'exemple, par exemple, tu vois, de Nabla, qui est une boîte dans la santé, qui Ouais. fait des outils, tu vois, pour les médecins, qui est cofondée par Alexandre Lebrun, qui était quand même au labo, tu vois, de Facebook. Il gérait l'intelligence artificielle, tu vois, en France, donc quand même le mec costaud, et qu'en fait, qui m'a dit, bah oui, on regarde ça depuis quelques années, et puis voilà, maintenant on l'intègre parce que la technologie est devenue assez mature, etc. Donc voilà, t'as un peu de tout. Top, impeccable. Et si on regarde maintenant sur l'écosystème français, bon, c'est pas un conseil en investissement, mais est-ce que tu as détecté, de ce que tu as vu déjà, de potentielles futures licornes, de potentielles boîtes qui ont en tout cas voilà, une superbe tendance de croissance? Ouais, après, tu as des boîtes, clairement, tu le vois parce que, encore une fois, tu vois, super équipe parce qu'elles ont déjà monté des boîtes, etc. Là, je pense à une parce que là, elle a reçu un beau chèque là, récemment. Ok. On en va parler, mais c'est Pigment. Je ne sais pas si tu Ah oui, connais, tu vois, oui, c'est le truc qui l'ancien. remplace un peu Excel, Excel, ouais, c'est ça, ouais, j'avais vu, exactement, ouais. genre puissance 50 000, et qui a été créé par donc, Romain Nicoli, qui est un ancien fondateur de Criteo, Hmm, et Éléonore Crespo, qui est une ancienne investisseuse chez Index Ventures. ok, Donc, tu vois, des gros profils quand même, et qui exécutent super bien, qui sont très rapidement lancés aux États-Unis. Parce que c'est vrai que quand tu t'adresses quand même au marché américain, ça n'a rien à voir. Donc, tu as quand même tu as un marché qui est plus gros, donc tu auras forcément plus de revenus, donc plus de revenus, meilleure valorisation en exactement, ouais. général. Donc voilà, c'est plutôt ce type de boîte voilà, que je vois. Là, je pense à elle parce que voilà, j'en parlais récemment. Et tu as aussi Deepkey qui fait de l'efficacité énergétique, tu vois, pour les bâtiments Ok, aussi. On parle beaucoup maintenant de rénovation énergétique. Enfin, tu as des c'est lois clair. qui passent. Donc, pareil, ça, c'est une boîte qui elle vient de racheter une filiale quand même de Vinci. Enfin, tu te dis, c'est quand même assez. Quand une startup rachète en général des boîtes, Voilà, ça tu sent bon. n'as que 3 exemples, tu vois, quand je regardais le papier. Et oui, il y avait eu Swile qui avait racheté Bimply,
tu vois, la filiale de BPCE, donc dans les tickets resto, et puis Wind, qui est dans plutôt encaissement client, etc., qui avait racheté une filiale de BNP. Donc ça reste encore. Mais ouais, Deepkey, ça peut être aussi une boîte qui peut très bien avoir le statut de licorne. Excellent. Ceci n'est pas un conseil d'investissement. Attention. Ah non, pas du tout. On va parler d'ailleurs de démocratisation de l'investissement. C'est vrai que souvent le particulier pense que c'est quand même réservé à l'élite, réservé à un petit cercle d'investisseurs. Qu'est-ce que tu penses de toutes les plateformes qui viennent, tout à l'heure on parlait de Caption, etc., qui viennent un peu démocratiser justement l'investissement en private equity, en startup. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je veux dire, je mi-figue, mi-raisin, ça fait un peu vieux là, quand je le dis. Mais c'est chouette parce que ça permet de faire découvrir le monde des startups à des gens qui ne connaissent pas. Parce que, faut dire, tu vois, entre nous, on suit tout ça, mais on est dans notre tout petit monde, dans notre écosystème. Donc voilà, tu es dans ta famille, à un repas, tu parles de startup, les gens ils te regardent, qu'est-ce que c'est, tu vois. Tu parles du Y Combinator. Alors là, tu les as perdus là. Donc non, là, tu as ce truc-là qui fait qu'il y a des gens qui regardent et puis voilà, qui peut-être pas qui vont investir, au moins qui vont s'y intéresser, qui vont peut-être un jour peut-être monter leur boîte ou vouloir travailler dans une start-up. Et tu sais que si tu travailles après dans une start-up, tu auras peut-être envie aussi d'investir par-ci, par-là. Donc ça crée un petit cercle, je trouve, vertueux et c'est très bien. Mais après, tu as quand même le côté, c'est difficile pour moi de dire aux gens, allez-y, les gens qui connaissent rien. Tu vois, tu es quand même sur un actif très, très risqué, tu le sais bien. Donc tu peux pas dire à quelqu'un qui a un salaire, qui veut mettre, allez, je sais pas, 1000, 2000 euros par-ci, par-là, d'y aller, alors que, bon, comme d'habitude, c'est l'investissement, c'est de l'argent que tu es prêt, entre guillemets, à perdre. Mais ça, je trouve que c'est, tu vois, tout le monde l'a pas, parce qu'en fait, ils ont tous en tête les licornes, etc. On met toujours un peu en avant les mêmes boîtes, donc du coup, je pense qu'ils ne comprennent peut-être pas forcément tous les risques. Puisque, encore une fois, on ne parle pas de toutes celles qui se plantent, parce qu'en fait, c'est très difficile. C'est hyper dur de monter une startup. Ah, bien sûr. Et puis, les fondateurs ne parlent pas trop, ils n'aiment pas parler d'échecs, tu vois. Surtout en France. Ah bah oui, c'est super dur. Moi, j'essaye et je leur dis des fois, c'est bien pour, tu vois, expliquer aux autres et tout, mais c'est compliqué. Là, j'ai une boîte, là, j'ai appris qu'elle était en liquidation, mais tu vois, il dit, bah non, je veux pas trop. Je fais, bah oui, mais il faut aussi expliquer, tu vois, et puis ça se finit bien parce qu'il a retrouvé un repreneur, etc. Donc, c'est aussi, il y a des trucs à raconter, mais ça, les gens, voilà, c'est de l'autre côté, tu vois. Donc, les gens, bon, pas. Donc, c'est vrai que c'est bien, mais il faut faire attention à qui tu... forcément, comme tu t'adresses à tout le monde, c'est pas évident. Bien sûr. De toute façon, moi, je te dis, quand tu investis en startup, déjà, il faut en faire plein. Tu es obligé pour diversifier, quoi qu'il arrive, ton risque. Des domaines potentiellement variés. Après, c'est vrai que moi, j'investis beaucoup dans tout ce qui est SaaS, plateforme, marketplace, etc. Mais zone géographique aussi. Ça permet de diversifier ton risque. Mais c'est clair que ça ne sert à rien de balancer 1000 euros dans une startup et espérer que tu vas faire un x10, x20, x30. Quoi. Ouais, non, c'est très rare. Hein. T'investis toi de ton côté dans les startups ou pas? Ah bah non. Ah non, sinon ça pourrait être considéré comme du délit d'initié, moi, si tu veux. Comme je suis au courant de beaucoup de choses. Tu n'as pas le droit, même sur des startups à l'étranger, etc. Non. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, je n'aurais pas le dire, mais j'ai d'ailleurs une de mes meilleures amies que je connais depuis 15 ans. Non, depuis 15 ans, pas du tout. Et son copain vient de monter sa startup et j'avais trop envie, tu vois, d'investir parce que forcément, je le connais depuis très longtemps, etc. Puis c'est une des personnes qui est quand même, elle est très intelligente. Et du coup, non, je me suis dit, non, j'ai pas envie et tout. Donc, non, mais j'espère, et ça se trouve, ça sera peut-être une licorne. Ouais, on verra. Tu me diras peut-être dans un autre épisode. Comment tu vois, du coup, l'écosystème français? On va rester en France sur les 10 prochaines années. On va se projeter à 2030. On est en 2023, 2030. Figure-toi, c'est l'objet d'un papier sur lequel je commence à bosser, là, un peu plus de fond. Parce que nous, on est très porté sur l'actu. Et on me dire que là, ça fait... la French Tech a pratiquement 10 ans. Enfin, en tout cas, le label, tu vois, BPI France. Enfin, tu vois, tu as plein de choses. Là, on arrive, c'est important. Et je me dis que, est-ce qu'on n'est pas arrivé à la fin d'un cycle? Bon, j'exagère toujours un peu le trait, mais de cette période de plateforme digitale où tu pouvais faire le Uber de tout, le Airbnb de tout, les logiciels SaaS de RH pour les commerciaux, pour les marketeurs, etc. Et les marketplaces, en veux-tu, en voilà, le back market de tout ça. Est-ce que c'est pas la fin? Et on n'arrive pas à... Voilà, là, on passe une autre ère qui est celle un peu...
On parle beaucoup de deep tech maintenant. Tu vois, BPI France a lancé un plan. Ouais. De plus en plus de fonds commencent à regarder ce qui se fait. Tu as des super trucs en cybersécurité, je veux dire en quantique, en robotique, et aussi tout ce qui est start-up industriel. Ça, c'est pareil, parce que tu vois, il y a tout le plan France 2030 quand même, qui est poussé par le gouvernement, et auquel les startups aussi peuvent participer. Tu as même Emmanuel Macron qui a fixé un objectif, parce qu'il aime bien fixer des objectifs dans la French Tech, de 100 sites industriels issus de la French Tech d'ici 2025, dans 2 ans. Ça fait un peu beaucoup quand même. Voilà. Mais pourquoi pas? Il y en a déjà pas mal, Ouais. mais quand tu vois des boîtes comme Insect, Innovafi, tu vois, qui font des protéines d'insectes Ça, j'y crois beaucoup. et tout. Donc voilà, tu as aussi pas mal de boîtes dans la food tech qui font tu vois, des substituts à la viande, au poisson, vegan. à tout ce que tu vois. J'avais une proposition d'une boîte, je crois que c'était au Canada, qui fait de l'impression 3D, qui reproduit en fait des steaks en purée de pois chiches avec des imprimantes 3D, quoi. Ah ouais, Et tu peux choisir ton épaisseur, le marbrage de la viande, tu peux tout choisir et c'est vraiment comme un steak, quoi. Ça, la carte, Ouais. c'est fou. Bah voilà, donc tu as plein de. Je trouve que tu as nouveaux secteurs en tout cas qui sont. Moi, je pense que ça va un petit peu se transformer. Et puis évidemment, tout ce qui va être sur la green tech, transition énergétique, environnementale. Ouais, Là, bien c'est sûr. forcément on en voyait très peu. Là, c'est un écosystème qui est encore très très jeune. Et je pense qu'effectivement, qui va c'est exploser parce qu'en plus, voilà, les fonds investissent aussi de plus en plus dedans, mais aussi leurs propres investisseurs qui leur disent écoutez, ça serait bien aussi que vous fassiez. Donc voilà. Ah, je te rejoins. Après, c'est clair que tout ce que tu as énoncé, c'est vrai, mais il y a quand même des barrières d'entrée qui sont quand même plus grandes que de lancer un SaaS ou une plateforme. Oui, non, je pense que c'est pas la mort du SaaS non plus, Non. tu vois. Mais oui, je suis d'accord. C'est évident, c'est pas simple. Mais après, faut voir, tu vois, tu as des boîtes aussi. Est-ce que tu construis ta propre usine? Est-ce que tu t'allies pas déjà avec un industriel aussi? Tu vois, il y en a qui font ça. Donc, ouais, moi, franchement, je suis plutôt confiante parce qu'encore une fois, on a quand même tout un tissu industriel qui est quand même, bon, c'est clair qui est en déclin et tout, mais non, et puis on a beaucoup de chercheurs, tu vois, et il faut encore d'ailleurs que le monde de la recherche rencontre un peu plus celui de l'entrepreneuriat aussi pour créer ce petit effet. Et, donc, non, je suis confiante quand même. Impeccable, trop cool. C'est quoi, j'ai une question, c'est quoi la news la plus folle sur laquelle tu as bossé, clairement? C'est quoi, on va dire, ou une anecdote, si tu n'as pas de news? Non, mais il y avait un article qui avait énormément fait parler, je me souviens, je ne sais plus, c'était l'année dernière, ouais. Bon. C'était, j'avais publié les résultats de Swile, Ok, ouais. donc avantage salarié. Parce qu'en fait, j'avais repéré qu'ils avaient publié leurs résultats, mais c'est les startups les publient pas. C'est très rare, parce que c'est des boîtes privées. Et puis là, j'avais réussi à voir qu'ils avaient publié, parce que je mets des alertes sur plein de startups, tu vois, au greffe. Et voilà, donc j'avais vu, ils avaient tout publié d'un coup. Donc je me suis dit, ouais, super. Quand t'es journaliste, c'était genre là. Donc c'était facile à trouver. J'avais tout extrait et en fait, j'avais publié et j'avais vu c'était leur chiffre d'affaires 2021, je crois, ouais. Leur chiffre d'affaires était de 11 millions et ils faisaient 40 millions de pertes. Et en fait, ça, si tu veux, ça a fait le cash burn, ça pique. Les gens ont pété un plomb parce qu'ils venaient d'être licorne, si tu veux, donc c'est-à-dire valoriser 1 milliard et tu fais 11 millions de chiffre d'affaires, je te laisse le calcul, tu vois, le multiple de valo, qui est fou. Et alors, ça avait tourné partout. Enfin, vraiment, les gens ont été très choqués. Et après, tu avais plein de commentaires un petit peu sur les réseaux sociaux parce que tu as des boîtes qui faisaient vraiment 11 millions, mais qui étaient rentables. Enfin, tu avais tout un truc. C'était. Et puis, c'est clair que tu as beaucoup de boîtes aujourd'hui, malheureusement, qui sont survalorisées. Hein. Encore aux États-Unis, etc. Oui. Vois, qui demandent, je ne sais plus combien de dizaines de millions alors qu'ils sont en seed ou après seed. Ça commence à un petit peu descendre. Ouais. C'est vrai. Ça va assainir un peu le marché là quand même. On voit moins de trucs fous. Tu en as encore dans l'IA. Ouais. Voilà. Alors qu'au final, c'est un chat GPT déguisé qui a été entraîné, etc. Ils n'ont même pas une vraie tech derrière et ils se valorisent déjà plusieurs millions. Ouais, mais bon, c'est le fameux FOMO, tu n'as pas envie de louper là. Mais je pense que sur l'IA, quand même, il y aura beaucoup plus à creuser. Après, c'est mon avis, hein, que sur le Web3, je sais qu'il y a tellement de choses aussi, c'est très très puissant. Mais de toute façon, c'est des trucs c'est des domaines qui se rejoignent, hein, en soi. Mais sur le Web3, il y a eu tellement de scams, d'arnaques, notamment avec tout ce qui est NFT, que j'ai l'impression que les gens ont peur aussi, un peu de tout ce qui est Web3, tout ce qui est crypto.
Alors que l'IA, bon, je ne dis pas qu'il n'y aura pas de scam, notamment, je ne sais pas si tu as vu, il y a tout ce qui est deepfake aux US, etc. Ouais, non, Ça ça fait peur fait quand peur. même, Hein. ça fait flipper. Mais je pense que voilà, l'IA a quand même beaucoup de choses à vraiment apporter, notamment ne serait-ce qu'en termes de productivité. Moi, j'utilise plein d'outils qui m'aident au quotidien. J'ai un outil, par exemple, que je mets quand je fais un Zoom, qui me prend toutes mes notes, Ouais. qui me les resynthétise, etc. Donc, c'est quand même puissant et il y a vraiment des utilités que je vois. Alors que le Web3 ou même tout ce qui est blockchain, je sais qu'il y a des utilités, mais moins pour le particulier ou même le professionnel, je trouve. Bah, c'est exactement, tu as très bien résumé. C'est-à-dire que tu as moins d'applications grand public, tu Exactement. vois. Ils n'ont toujours pas réussi à vraiment il n'y a pas de gros outils de masse, tu vois, même des boîtes comme Coinbase, etc. Bon, alors que là, pourquoi ChatGPT, tout le monde en parle? Parce que le truc, je veux dire, 100 millions d'utilisateurs en quelques mois. C'est Voilà, du jamais vu, quoi. Et effectivement, et tu vois plus comment l'utiliser, l'intégrer dans ton quotidien. Tu as donné des très très bons exemples, mais tu peux le faire pour plein d'autres choses. Donc je pense que c'est pour clair. ça que ça. C'est pour ça que ça prend. Top. Bah, écoute, merci en tout cas, Charlie. Petite dernière question, c'est quoi du coup tes projets à venir dans les prochains mois, prochaines années Oh tu sais, comme moi je suis dans un quotidien, moi je vis au rythme du quotidien, donc tu vois, je dois remplir un journal, enfin en tout cas une page de journal tous les jours, Tous les jours, ouais. donc c'est déjà ça, tu sais, ma date. C'est clair. Non, après j'ai toujours plein d'idées. On en discutait tout à l'heure avant l'enregistrement, mais faire un peu plus de trucs sur les réseaux sociaux et notamment Des tu vidéos disais, sur Instagram. Du coup, est-ce qu'on peut te retrouver donc sur LinkedIn principalement? Ouais, tous les jours, je poste ça assez régulièrement. Et c'est comme ça d'ailleurs que je t'ai découvert sur LinkedIn. Ouais. Sur les échos, sur le site et le journal, tous les jours aussi, pratiquement. Et puis voilà, non, un petit peu sur Twitter, mais là, principalement. Et puis effectivement, le prochain challenge, essayer de faire d'autres, d'aller sur d'autres réseaux sociaux. Alors, j'irai peut-être pas sur TikTok, j'ai encore un petit cap, tu vois. Mais d'abord Instagram, potentiellement. Faire un peu, comme tu disais, de vidéos, mais il faut trouver des formats qui prennent pas trop de temps, bien etc. sûr. Parce que, voilà. Top. En tout cas, merci beaucoup, c'était un plaisir. Et d'ailleurs, en plus, on vous l'a pas dit, mais on a bu un Perrier. Sur l'épisode d'avant, Maxime Blondette, du coup, ils ont servi des Jet 27 à 15h. Mais tu voulais pas d'alcool. Non. En tout cas, c'est pas encore c'était un plaisir et on se retrouve du coup pour le prochain épisode.